Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence à ce conseil municipal donc du 23 mai 2022. Nous allons procéder d'abord à l'appel nominal. Monsieur Péan. Monsieur Bakhtiari, Madame Amozig, Monsieur Lepont, Madame Page, Monsieur Slimani, Madame Lacroix, Monsieur Cressin, Madame Diaby, Monsieur Timofté, Madame Eftekari, Monsieur De Chauvigny, Monsieur Denis, Madame Amar, Monsieur Alté, Monsieur Mahé, Monsieur Soronellas, Monsieur Bonnet-Meyer, Madame Marteneau, Madame Pérouse, Madame Personne, Madame Ovaldé, Madame Bussolo-Pons, Madame Gendard, Monsieur Havé, Monsieur Samoura, Madame Cissé, Monsieur Jacobi, Monsieur Page, Madame Ancanca, Monsieur Carrard, Monsieur Morera, Madame Cacher, Madame Abadi, Monsieur Pilon, Madame Kalatassane, Monsieur Trigance, Monsieur Hamache, Madame Martial, Madame Amimer. Merci. Nous allons passer à la nomination d'un secrétaire de séance. Monsieur David Cressan, êtes-vous d'accord? Très bien. Merci beaucoup. L'approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2022, ça a été communiqué. Y a-t-il des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Merci pour ce point. Le premier point, il s'agit des informations générales de plusieurs ordres. Donc d'abord sur le centre-ville. Le centre-ville, comme vous le savez, nous y sommes engagés. Nous poursuivons notre objectif de dynamisation du centre-ville et ce qui se traduit par plusieurs événements dont je vais vous faire la communication, notamment l'ouverture d'un nouveau supermarché au carrefour de la Résistance, l'ouverture prochaine d'un lieu de restauration qui sera situé à l'arrière de l'église Saint-Baudile, et notamment l'augmentation de la régularité du petit marché Saint-Baudile dès le mois de juin et qui débutera avec la fête des marchés le 5 juin prochain, qui s'accompagnera par une brocante dont nous aurons une description tout à l'heure par monsieur de Chauvigny. Sur la fibre, deuxième point, comme vous le savez et comme beaucoup ont pu le voir, nous avons reçu à notre demande Madame Laure de la Rodière, qui est présidente de l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. C'est en quelque sorte le gendarme des télécoms. Nous avons réussi à faire une visite des infrastructures fibres situées sur le territoire communal en présence d'XP Fibre, qui est le gestionnaire. Donc c'est une filiale du SFR qui a changé de nom parce que ça s'appelait SFR FTTH, et donc qui a été choisi par le département il y a plusieurs années pour cette gestion. Les difficultés sont nombreuses, les Nocéens le voient, le constatent. Donc depuis le début du mandat, à l'aide d'Alain Mahé et d'Yves Soronellas, que je remercie tous deux pour leur accompagnement, parce que plus de 1500 Nocéens ont été contactés et ont pris attache avec monsieur Alain Mahé qui répond à chaque fois, à chaque demande. Donc c'est vraiment un sacerdoce. Je tenais à vous en faire part et à vous en remercier. Mais nous avons fait le tour donc des armoires fibres. Nous avons des points de mutualisation. Nous avons constaté devant l'ARCEP, l'autorité de régulation, les difficultés auxquelles font face les Nocéens. Donc il n'y avait aucun débat, même si XP Fibre avait essayé de faire du nettoyage en mettant parfois trois intervenants par armoire les quelques jours qui précédaient cette visite. Donc un audit est en cours. Il a été constaté, donc il a été lancé suite à ce constat, une enquête contre XP Fibre. Nous avions également fait un courrier en ce sens et nous avons également demandé à ce que la ville de Neuilly-sur-Marne bénéficie des modes expérimentaux qui sont testés par les différents opérateurs et notamment par XP Fibre. Nous avons également d'autres démarches qui ont été entreprises il y a quelques jours, des solutions innovantes auxquelles on a eu accès grâce à la couverture presse qui a été quand même assez importante. On a eu des articles, des retombées dans les Échos, dans le Parisien, sur France Bleu, etc. Donc c'était une très bonne chose. Ça avance. Ça n'est pas de la compétence municipale en principe, mais on s'en est quand même saisi
pour ne pas laisser les Nocéens au bord de la route. Le troisième point dont je voulais vous faire état, le rayonnement des bords de Marne. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de le dire, la ville de Neuilly-sur-Marne est une pépite verte qu'il convient de polir pour la faire briller. Cette pépite verte est donc, comme vous le savez, bénéficie de bords de Marne qui sont vraiment très importants et assez essentiels dans le développement touristique de la ville que l'on veut lancer. On en parlera tout à l'heure. Le camping le camping de la Haute-Île, qui a été délaissé pendant de nombreuses années et qui avait une baisse continue de fréquentation, a fait l'objet d'une lourde restauration et d'investissements très importants, et vous pourrez bientôt en bénéficier puisqu'il s'agit donc du seul camping de Seine-Saint-Denis avec un emplacement qui est absolument idéal. N'hésitez pas à en faire de la pub entre Paris et Disneyland et à côté de la base de Vers-sur-Marne. L'objectif, le nôtre, on l'a déjà rappelé à plusieurs reprises, c'est d'avoir un camping qui soit totalement opérationnel et qualitatif d'ici les championnats du monde de rugby l'année prochaine et surtout d'ici les JO de 2024. Donc nous allons avoir une montée en puissance avec notamment des tiny house, des petits logements en bois qui vont être dont la commande subit les contre-coups de la guerre en Ukraine et des flambées de prix et des pénuries de matériaux. Mais l'objectif, c'est d'avoir un camping qui soit totalement opérationnel en 2023-2024. Il n'en reste pas moins que les travaux ont très très bien avancé, nous en parlerons, et nous aurons une inauguration au public le 11 juin prochain. Donc notez bien cette date, le 11 juin prochain, inauguration du nouveau camping. Sur la dynamisation commerciale cette fois, nous organisons la première édition de la fête des marchés à Neuilly-sur-Marne avec un programme d'animation sur le petit marché Saint-Baudile, donc le 5 juin. Avec une brocante également, sur le grand marché de la patinoire la semaine suivante, et l'inauguration du nouveau petit marché de Maison Blanche qui était attendu, cette fois le 26 juin prochain. Donc un beau programme et un beau mois des marchés en juin. Sur les grands événements qui ponctueront cet été, donc nous avons d'ici quelques jours, quelques semaines, la deuxième édition du triathlon des Fit Days, les 3 et 4 juin. La participation à l'événement national des rendez-vous au jardin dans les 33 hectares du 3 au 5 juin sous l'égide du ministère de la Culture. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, la brocante du centre ancien le 5 juin, les bords de Marne et les parcs des 33 hectares et le parc des 33 hectares qui seront en fête avec le festival Neuilly l'été en juillet pour les bords de Marne, en août pour les 33 hectares. Et en septembre, la fête des bords de Marne, comme vous la connaissez si bien. Dernier point un peu moins réjouissant, le programme de travaux lourds qui vont toucher la ville pendant 2 ans. Comme vous le savez, comme cela a été annoncé dans le Neuilly Notre Ville le mois dernier et qui sera détaillé plus encore dans le Neuilly Notre Ville du mois de juin que vous allez recevoir d'ici une petite dizaine de jours dans vos boîtes aux lettres. Le conseil départemental et le SIAP, donc le syndicat qui gère l'assainissement, notamment en Île-de-France, vont mener d'importants travaux d'assainissement dans le cadre du plan baignade. L'objectif, c'est d'avoir un réseau d'assainissement sur le territoire notamment qui soit aux normes. Celui de la ville de Neuilly-sur-Marne est globalement aux normes, même s'il y a quelques points à améliorer, mais globalement, nous sommes aux normes. La difficulté vient des réseaux d'assainissement plus en amont, qui se déversent chez nous, et donc pour avoir une Marne propre et donc une Seine propre également pour les JO, il y a de très très lourds travaux qui vont être menés. Regardez bien le Neuilly Notre Ville avec les différents impacts sur les rues, notamment la rue Paul et Camille Tomou, sur la place Stalingrad, sur le petit marché qu'il y a juste à côté du carrefour de la Résistance. Donc regardez bien l'ensemble des détails qui seront indiqués dans le magazine municipal. Et nous avons également mené dans le cadre des conseils de quartier des réunions communes. Donc il y en a une qui s'est tenue le 18 mai dernier, donc il me semble que c'était mercredi dernier, en réunissant le quartier des Fauvettes Nord et Pont des Trois Communes Chanou, et une nouvelle réunion est prévue le 1er juin pour le quartier Centre-Bord de Marne. Là aussi c'était annoncé dans le magazine municipal. Donc ces 2 réunions des conseils de quartier nous permettent d'exposer les
projets et les travaux futurs dans nos rues. Monsieur Lepont, à vous, le point numéro 2, la modification du règlement intérieur des conseils de quartier. Bonsoir à tous. Lors de sa séance du 16 septembre 2020, le conseil municipal a adopté le règlement intérieur des conseils de quartier. Au regard des réunions passées et de la participation des habitants, il s'avère nécessaire de mettre en place plusieurs adaptations au règlement intérieur des dits conseils de quartier. Ces adaptations visent notamment à simplifier la tenue des réunions des conseils de quartier, suppléer aux éventuelles absences, fusionner 2 conseils de quartier pour faciliter les travaux communs et organiser une réunion de l'assemblée plénière des conseils de quartier au moins une fois par an. Il convient donc de valider la modification du règlement intérieur des conseils de quartier et de son annexe joint au présent exposé. Il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Merci Monsieur Lepont. Simplement petite précision. Donc comme je le disais tout à l'heure, en raison des travaux du SIAP, nous allons avoir des conseils de quartier qui vont travailler ensemble et notamment qui vont être impactés ensemble au même moment. Et c'est le projet qui a été soumis de permettre le travail en commun des Fauvettes Nord et du pont des 3 communes Chanou qui seront totalement impactés. Donc il est proposé évidemment de garder les mêmes comités directeurs et donc les comités directeurs s'adjoindront et donc ne se dissoudront pas l'un envers l'autre le temps de la fin du mandat. Il est prévu également des suppléances dans les comités directeurs. Il est prévu également la réunion donc de l'assemblée plénière au moins une fois par an dans chaque conseil de quartier, évidemment pour permettre à chacun de s'exprimer. Donc il est proposé 2 votes, la fusion des CODIR, des comités de quartier et des conseils de quartier indiqués et l'adoption du règlement intérieur modifié. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Messieurs, dames, bonsoir. Mon intervention sera sur le règlement intérieur et notamment l'article 3 à propos de la constitution des comités directeurs. La démocratie s'est longtemps conjuguée uniquement au masculin. En 1789, la promulgation du droit de vote dit universel ne concerne en réalité que les hommes. Exclus de la prise de décision, les femmes sont même rejetées en dehors de l'universel, au banc de la cité. Malgré l'action de féministes, dès la Révolution française, le droit de vote et d'éligibilité des femmes n'a été conquis que 55 ans plus tard. Il faudra encore 56 ans d'action et une politique volontariste pour obtenir la parité. En 2022, le constat est clair, l'accès à la citoyenneté sociale, économique, politique et au pouvoir pour toutes et tous reste l'un des combats essentiels pour évoluer vers une société émancipée. Notre société s'est construite sur des normes patriarcales. Les hommes occupent la sphère publique et les femmes trop souvent assignées au foyer. Alors les lois dites sur la parité 2000, 2002, 2007 ont permis de féminiser les lieux institutionnels. Mais y regarder de près, les conseils de quartier dans notre ville échapperaient aux lois sur la parité. L'exigence de partage du pouvoir et égalité entre femmes et hommes est une question de justice et de démocratie. Être une ville citoyenne, c'est déconstruire les normes de la société et surtout en faire émerger de nouvelles empreintes d'égalité, de mixité. Nous devons permettre que les pouvoirs, quels qu'ils soient, professionnels, économiques ou politiques, soient exercés par autant de femmes que d'hommes. Pour vivre le pouvoir du peuple, faire vivre le pouvoir du peuple, c'est bousculer l'ordre établi et les mentalités centrées sur la démocratie et la parité. La démocratie n'a pas de domaine où la parité pourrait être exclue. Elle doit être au cœur de toutes les institutions comme dans l'espace public. Nous réaffirmons que la démocratie est un moteur pour la citoyenneté, au centre de toutes les avancées. Or, dans l'article 3, à propos de la constitution des comités directeurs, il est écrit « La parité femmes-hommes sera recherchée ». Le terme de « rechercher » est insuffisant. Il faut conditionner sa composition à la parité en l'affirmant clairement dans ce règlement intérieur. La parité est essentielle pour faire avancer le respect de chacune et chacun, pour inventer une nouvelle forme de faire la politique, pour bâtir une société d'émancipation humaine. Je vous remercie de votre attention. Merci monsieur. Alors, une réponse très courte sur le plan des principes. Donc je vous renvoie à la ligne 2 de l'article 3. La parité femmes-hommes sera recherchée. Et je précise que parfois, les déclarations de principe se heurtent au principe de réalité. Si nous devions impliquer une parité stricte, ce sont les femmes que vous
que vous délaisseriez parce qu'il y a plus de femmes dans les comités directeurs. Donc si c'est votre demande, dites-le. Mais aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. La parité, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord, donc vous demandez à ce que des femmes soient exclues pour mettre plus d'hommes. C'est le principe de la parité ou pas? D'accord. Non, mais si c'est votre conception, nous, notre conception, c'est de rechercher la parité sans dogmatisme et sans être sur une position figée. Nous, aujourd'hui, on constate qu'il y a plus de femmes. C'est comme à la mairie, il y a plus de femmes, même dans la direction, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, est-ce qu'il faudrait fermer aux femmes l'accès à certains endroits par dogmatisme? Je ne le pense pas, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis la parité femmes-hommes sera recherchée pour tendre vers une parité. Maintenant, on va pas demander aux femmes de démissionner du comité directeur parce qu'il y a trop de femmes. Enfin, voilà. Bon. Oui. Oui, bonsoir, chers collègues. J'attire juste votre attention que si on était sur votre position, il n'y aurait aujourd'hui dans ce conseil municipal pas de parité. Parce que si on s'arrête à la recherche de la parité sans vouloir l'obtenir, il n'y aurait pas eu les modifications dans notre pays institutionnelles, comme par exemple, alors je sais bien, ça n'est pas vos amis qui ont légiféré sur cette question de la parité aux élections municipales. Mais j'attire votre attention que le volontarisme politique, ça signifie quelque chose quand on a des valeurs. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut du volontarisme. J'observe d'ailleurs que vous n'avez pas ni dans votre exécutif, ni dans votre majorité d'élus avec ou sans eux en charge de cette question-là, de l'égalité femmes-hommes. Et nous considérons que c'est un manque pour notre ville de Neuilly-sur-Marne. Beaucoup de collectivités donc, inscrivent ces priorités-là, y compris dans la gestion politique des choses, et c'est important de donner des signaux. Donc, effectivement, nous considérons, nous, que la parité doit être recherchée, et que s'il manque des hommes, c'est bien évidemment dans ce sens-là aussi qu'il faut travailler. Car l'égalité femmes-hommes et la parité, c'est bien évidemment dans les deux sens. Et que s'il manque des hommes pour obtenir effectivement cette parité, il y a un travail à faire, et qu'en l'occurrence, nous nous abstiendrons si cet article 3 n'est pas modifié. Et ça ne signifie absolument pas, il ne s'agit pas d'essayer de faire dire ce qui n'est pas. L'égalité et la parité, ça signifie bien la parité, et donc l'égalité dans les deux sens. Et que s'il y a un déficit en termes d'hommes, eh bien, il y a un travail à faire pour convaincre les hommes à s'impliquer dans ce type de structure. Ça vaut effectivement dans les deux sens. C'est noté, Monsieur Trigan, sans polémiquer, vous auriez souhaité qu'il y ait un seul élu en charge de la préoccupation de la parité femmes-hommes et du droit des femmes. Nous n'avons pas un seul élu, car tous les élus de la municipalité sont préoccupés et partagent cette même préoccupation. Je mets aux voix les deux points donc indiqués, donc la fusion et l'adoption du règlement intérieur. Est-ce que le vote sera le même pour l'opposition sur les deux points? L'autre question, j'avais une question là pour le coup, c'est que vous mettez, parce qu'il y a deux votes différents, mais dans une seule délibération. Donc il n'y a pas deux délibérations. Pourquoi il n'y a pas deux délibérations différentes? On a parfois deux points sur lesquels on vote, notamment sur le budget ou autre. Donc là, c'est deux fois la même chose, c'est lié. Donc c'est la fusion des deux conseils pour les raisons indiquées et l'adoption des règlements intérieurs modifiés. Mais en réalité, c'est l'un découle de l'autre. La fusion ne nous pose aucune difficulté, okay, et donc nous la voterions. Okay. Donc si on peut avoir... Et c'est on fait deux votes séparés. Très bien, on fait deux votes séparés. Si on peut avoir deux votes séparés, on votera en faveur de la fusion et on s'abstiendra sur le deuxième point. C'est noté. Merci. Donc sur le premier point, donc sur la fusion, y a-t-il des questions, des observations autres? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires, des abstentions? Unanimité sur le premier point. Et l'adoption, merci. L'adoption du règlement intérieur modifié. Donc je comprends 4 abstentions. Pas d'autres abstentions. Non, pas de vote contre. Très bien. Je vous en remercie. Madame Bussolo-Pons, à vous. L'approbation du règlement intérieur des jardins familiaux. Bonsoir.
La municipalité a engagé une démarche de développement durable dans laquelle s'inscrivent les jardins familiaux. Situés dans les parcs des 33 hectares, ces espaces ont pour vocation d'offrir la possibilité au plus grand nombre de Nocéens de se nourrir des fruits et des légumes potagers qui seront eux-mêmes cultivés et récoltés, tout en favorisant des liens familiaux et sociaux. Ainsi, dans le but d'assurer une gestion optimale de ces jardins et de garantir le respect de l'environnement, un règlement a été élaboré définissant les conditions générales d'attribution des parcelles, la tarification de la location des jardins, les règles d'usage et des bonnes pratiques destinées aux familles nocéennes, les droits et les obligations des locataires et de la ville. Vous trouverez le règlement en document annexe. Il est demandé aux élus d'approuver le dit règlement. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Merci Madame Busseau-Ponce. Avant de laisser les éventuelles observations, je tiens à vous remercier ainsi que l'ensemble des élus qui sont en charge du patrimoine vert sous l'égide de Madame Page, avec évidemment les services, tout le travail réalisé avec les services et les réunions sur site qui ont conduit à l'élaboration de ce nouveau règlement intérieur. On le sait, certaines parcelles étaient laissées à l'abandon. Il y avait une nécessité donc de réorganiser la gestion des jardins, et donc nous avons également, je le souligne, la volonté de créer de nouveaux espaces de jardins familiaux qui, je l'espère, verront le jour le plus vite possible, mais nous sommes tributaires des délais qui nous sont imposés par Grand Paris Aménagement. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Nous souhaiterions avoir quelques précisions. Dans l'article 1er, le paragraphe AL2, concernant la commission du patrimoine vert, nous souhaiterions avoir plus d'informations sur la composition et le fonctionnement de cette commission. Ensuite, l'article 6, concernant les horaires d'ouverture et fermeture, pourquoi appliquer les mêmes horaires pour les jardins familiaux et le parc, sachant qu'il y a des entrées indépendantes? Non, alors sur la commission, c'est la commission qui était en charge, donc c'est une commission ad hoc qui sera en charge des visites et des différents travaux à conduire ensemble. Par contre, sur les horaires, en fait, avec la nouvelle organisation, les jardins sont intégrés au parc. Donc il n'y a plus la séparation, non, il y a plus on ne pourra plus séparer les deux espaces. Donc nécessairement, les horaires seront les mêmes. On a cependant élargi les horaires, donc c'est du 7h, 22h, notamment l'été. Donc a priori, si c'est pour jardiner, ça devrait être suffisant. Même si les gens payent un loyer, il y a quand même... C'est pas un loyer c'est pas une extension de sa propriété. C'est un loyer pour utiliser les jardins et pour jardiner. C'est pas une annexe de la propriété privée de chacun. Donc il s'agit quand même de jardins familiaux qui sont dédiés à 70%, et c'est l'un des points assez importants, à 70%, et à souligner à 70% à la culture sur les parcelles. Et donc il ne faut pas que ces parcelles perdent leur vocation initiale. Y a-t-il d'autres questions, des observations? Oui. Une question pour le coup de méthode, pour vérifier la réponse. Du coup, ce nouveau règlement, une fois adopté ce soir, à qui s'applique-t-il? C'est-à-dire que est-ce qu'il s'applique uniquement aux Nocéennes et aux Nocéens qui, dans les temps à venir, seront attributaires, ou est-ce qu'il s'applique également à ceux qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, travaillent sur donc un jardin? Il s'applique à tous les bénéficiaires des jardins. Et donc les nouvelles règles sont applicables à tout le monde. Oui. Pardon. Donc du coup, parce que quand on le lit dans le détail, il y a aujourd'hui certains jardins qui ont des serres, S2RES, pour pas qu'il y ait donc qui ont des serres. Il y en a d'autres qui ont, par rapport à ce qui est proposé là ce soir, il y a, pour ainsi dire, un certain nombre de bouleversements qui ne sont pas anecdotiques. Et donc, ça va poser quand même, pour un certain nombre de ces personnes, un certain nombre de difficultés au regard de ce qui se faisait
par rapport à ce qui est proposé, soit donc très concrètement, par exemple, ceux qui ont des serres, du coup, ils vont les enlever et on a comme ça plusieurs autres sujets quand on le lit dans le détail. Il faut garder en tête que les jardins familiaux ont toujours eu vocation principale et unique d'accueillir de la culture. Donc en réalité, il ne s'agit pas de faire des... Alors pour les serres, quand il s'agit de culture, je ne pense pas que ça pose... je pense que ce sera la commission qui statuera. Mais a priori, il ne faut pas faire d'aménagements qui nuisent au bon fonctionnement et général donc des jardins familiaux. Je crois que Madame Page voulait compléter. Il y aura un examen un petit en fonction des demandes et des aménagements existants. Il y aura un examen par la commission patrimoine vert qui définira si l'aménagement en question, même s'il s'écarte un petit peu des règles imposées par le règlement intérieur, sont acceptables ou non, et qui statuera en fonction des demandes. Très bien, donc on l'entend au sens où entre ce qui est écrit stricto sensu et la réalité de ce qui existe déjà, il pourrait, je le dis au conditionnel, sous réserve évidemment de la commission et de sa décision, mais il pourrait y avoir, on va dire, une prise en compte d'un certain nombre de réalités. On agira avec discernement. Dans une certaine mesure. C'est exactement ça, parce qu'une serre qui fait 70% de la parcelle et qui est surdimensionnée sera évidemment pas acceptable. Et dans d'autres dimensions, en fonction de la parcelle en particulier, il peut y avoir effectivement un certain discernement. Y a-t-il d'autres questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur de Chauvigny, nous parlions tout à l'heure de la brocante que vous nous préparez avec l'association CAJN le 5 juin prochain. Tout à fait. Bonsoir chers collègues. Donc la ville et l'association Collectif Adultes et Jeunes Nocéens proposent d'organiser une vente au déballage occupée par des particuliers non professionnels le 5 juin 2022. Cette vente au déballage se tiendra dans le secteur du centre ancien, aux endroits suivants: la place du Chanoine-Héroux, la place Stalingrad et la contre-allée Marx Dormois. Afin d'établir le partenariat à intervenir entre l'association et la ville, une convention a été rédigée fixant les conditions d'organisation de l'événement. La redevance d'occupation du domaine public, notamment, a été fixée à 2,50 € le mètre carré linéaire. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver les termes de la convention de partenariat entre l'association CAJN et la ville et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Merci Monsieur de Chauvigny, merci à l'association, merci aux services qui travaillent sur cette brocante depuis un certain temps. J'espère que vous aurez avec vous du beau temps parce que nous aurons également le marché toute la journée, si je ne me trompe pas. C'est prévu dans la convention, pas de souci. Le beau temps ? Ouais. Très bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Des observations ? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur de Chauvigny, gardez le micro et parlez-nous un peu du nouveau camping municipal. Donc, comme vous le savez, la ville de Neuilly-sur-Marne est propriétaire d'un camping municipal situé sur l'île de la Haute-Île, entre la Marne et le canal de Chelles. Il s'agit de l'unique camping du département de Seine-Saint-Denis, du 93. Le camping bénéficie d'atouts importants permettant de développer une offre touristique attractive et unique. L'objectif de la municipalité est de proposer une offre moderne et attractive de logement et d'animation pour les Jeux Olympiques de 2024, la Coupe du Monde de rugby 2023, mais aussi d'obtenir le classement du camping en catégorie 3 étoiles. À cette fin, elle a engagé d'importants travaux de rénovation et revu l'organisation nécessaire à son bon fonctionnement. L'ouverture est prévue avant cet été. C'est dans ce contexte qu'il est proposé de dénommer le camping municipal de la façon suivante: Camping des Rives de Paris, Neuilly-sur-Marne. Merci Monsieur de Chauvigny. Je remercie également l'ensemble des services, des élus et des prestataires qui travaillent de manière très intense sur la fin de ce camping. Il y a une magnifique transformation. Sur la fin des travaux de ce du camping. Du camping. Il y a une magnifique transformation de ce lieu que je vous invite à découvrir même en passant à côté. Vous le verrez de loin et vous pourrez le voir de près.
à l'inauguration qui aura lieu le 11 juin prochain, comme je l'indiquais tout à l'heure. Encore 3 semaines de travail assez intense en vue. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui. Oui, sur ce dossier, alors nous ne savons pas quel est le délai de cette nécessité de la dénomination. Pour autant, nous considérons qu'il y a là une occasion de rater en termes, on va dire d'une manière générale, de démocratie locale, de démocratie participative. Je vous donne un seul exemple. Il y a d'autres communes dans lesquelles il y a nécessité de dénommer soit des lieux, soit des équipements. Et dans ces cas-là, il y a parfois, souvent, eh bien, des initiatives qui sont prises par les collectivités pour savoir un peu ce que pensent soit les habitants en leur permettant, comme cela se fait sur des plateformes de consultation locales, de savoir finalement d'être à l'écoute des propositions qui peuvent être faites. D'autres choisissent par exemple de faire un travail dans les établissements scolaires pour réfléchir avec les élèves. Ce serait d'autant plus intéressant ici même que ce pourrait être l'occasion de mettre en valeur le camping et de le faire rentrer dans les sujets de discussion pour une appropriation à la fois individuelle et collective. Donc nous regrettons cette précipitation. Nous regrettons également du coup que nous soit proposé à la délibération comme ça. Alors nous, on n'a rien contre les rives de Paris, ni contre la ville de Paris, en ce qui nous concerne. Mais nous trouvons dommage que finalement ce beau sujet ne fasse pas l'objet d'une appropriation collective par les Nocéennes et par les Nocéens sous des formes qui peuvent rester à être définies. Il y a des collectivités qui, par exemple, proposent une liste qui a été vue par les élus, par une commission. Monsieur Trigan, si vous me laissez répondre, je vais vous dire... Excusez-moi, je termine. Je vous en prie, allez-y. Et qui ensuite, liste proposée à la décision via des modalités de consultation qui varient. Donc nous considérons que c'est une occasion manquée de réfléchir ensemble à la dénomination d'un lieu sur la ville. Merci Monsieur Trigance pour cette leçon de démocratie participative. Je vous réponds très simplement à votre question qui était brève et la réponse aurait pu être tout aussi brève. La nécessité est impérieuse et immédiate car le Trésor public nous l'a nouvellement demandé, donc il était impératif de le faire avant, donc là au mois de mai, et nous n'avions que quelques jours pour vous proposer cette dénomination, sinon le camping n'aurait pas pu remplir toutes les formalités administratives, et Dieu sait qu'il y en a, pour son ouverture le 11 juin prochain. Donc voilà la nécessité. Bah, c'est le cas. On va... Très bien. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? 4 abstentions. Merci. Nous passons au point suivant. Donc la convention avec les associations sportives subventionnées. Monsieur Patrick Denis. Bonsoir à toutes et à tous. La ville subventionne de nombreuses associations sportives. Pour formaliser les conditions d'attribution des aides financières, il est nécessaire de signer des conventions d'objectifs et de moyens lorsque les subventions sont supérieures à 23 000 € et des conventions d'attribution de subventions lorsque les aides sont inférieures à 23 000 €. Les conventions d'objectifs et de moyens. En avril 2021, le conseil municipal a approuvé la signature de conventions d'objectifs et de moyens pour les associations sportives percevant une subvention supérieure à 23 000 €. Cette convention, d'une durée d'1 an renouvelable 2 fois, fixe en détail les objectifs, les actions menées, ainsi que les modalités d'attribution de l'aide financière. L'article 2 de la dite convention précisait qu'un avenant viendra modifier chaque année le montant annuel de la subvention attribuée, inscrite au budget de l'année concordante. Il est nécessaire de signer un avenant afin d'actualiser le montant de l'aide financière perçue pour l'exercice 2022. Les conventions d'attribution de subventions. S'agissant des associations percevant une aide inférieure à 23 000 €, la délibération du conseil municipal doit obligatoirement préciser la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée, autoriser le maire à signer la convention de subvention avec l'association précisant les obligations de chacune des parties et les sommes reçues de la collectivité, comporter en annexe les documents adressés par l'association au soutien de sa demande. Les associations bénéficiaires sont rappelées dans le tableau joint à l'exposé.
Il vous est donc proposé d'autoriser la signature des avenants aux conventions d'objectifs et de moyens avec les associations recevant plus de 23 000 € de subventions mentionnées au point A de la délibération, la signature des conventions d'attribution avec les associations recevant moins de 23 000 € de subventions mentionnées au point B de la délibération, le versement des subventions dans les conditions fixées par les conventions. Je précise que les élus, membres du conseil d'administration des associations concernées, ne peuvent prendre part au vote. Il nous appartient de délibérer. Merci Monsieur Denis. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Évidemment, nous retirons tous les votes des personnes qui font partie des conseils d'administration des associations concernées. Donc, y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité? Je vous en remercie. Le point numéro 7, Monsieur Bonnet-Mayer, sur la décision modificative du budget ville. Bonsoir. Il est proposé à l'Assemblée d'inscrire des crédits permettant le remboursement d'une taxe d'aménagement encaissée et pour lequel un océan a obtenu l'annulation. Un virement de crédit depuis la section de fonctionnement est également inscrit afin de permettre l'achat de matériel pour le service logement. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder aux inscriptions précitées, d'opter la présente décision modificative pour le budget ville, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. Il appartient à l'Assemblée d'en délibérer. Merci Monsieur Bonnet-Mayer. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lepont, les admissions en non-valeur. Admission en non-valeur, budget ville, exercice 2022. Pour faire suite à la charte relative aux modalités d'appurement des créances soumises à l'approbation du conseil municipal, le chef de service comptable de la trésorerie Noisy-le-Grand a communiqué le 27 avril 2022 la liste des admissions en non-valeur. Il s'agit des mesures d'ordre budgétaire et comptable qui ont pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public concernant les créances irrécouvrables. Contrairement à la remise gracieuse, elle ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune. L'irrécouvrabilité peut trouver son origine dans la situation du débiteur, insolvabilité, partie sans laisser d'adresse, décès, absence d'héritier, etc. ou dans le refus de l'ordonnateur d'organiser des poursuites, notamment compte tenu du faible montant d'une créance. L'Assemblée est invitée à se prononcer sur la liste de valeurs comprises entre 1993 et 2017, dont le montant est inférieur à 500 €. Le montant total de ces valeurs s'élève à 99 752,05 €. Il s'agit essentiellement d'impayés de factures, frais de cantine, de crèche, etc. Pour information, il reste 825 943,33 € d'impayés compris entre la période de 1993 à 2017. Le trésorier demande à la commune de constater la perte financière par l'émission d'un mandat administratif pour 99 752,05 € qui sera imputé au compte 6 541, admission en non-valeur. Il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Merci Monsieur Lepont. Les montants sont effarants. Y a-t-il des questions ou des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lepont, toujours sur la régie municipale, sa gestion et la demande de remise gracieuse et décharge de responsabilité. La régie de recettes camping municipal a fait l'objet d'un contrôle par le Trésor public le 13 décembre 2019. Un écart de caisse de 5 698,40 € a alors été constaté. 2 913,49 € en espèces, 2 784,91 € en chèques. Le 7 août 2021, le régisseur principal de la régie a établi une demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité. Le Conseil est invité à se prononcer sur la demande de remise gracieuse formulée par le régisseur titulaire de la régie de recettes camping municipal. Il est proposé de ne pas faire droit à cette demande de remise gracieuse. Il appartient aux élus d'en délibérer.
Je vous remercie, Monsieur Lepont. Donc un écart de 5 700 €. Quelqu'un qui ne travaille plus pour la municipalité et qui est parti en province. Il y a, je précise, une assurance spécifique qui assure les écarts de caisse, notamment pour les régisseurs. Donc, il est proposé, comme disait Monsieur Lepont, de ne pas faire droit à la remise gracieuse. Y a-t-il des votes contre ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent accéder à cette remise gracieuse? Non. Y a-t-il des abstentions? Donc, unanimité. Je vous remercie. Et le point suivant est pour moi-même. Donc, sur les marchés publics, je poursuis dans les nouvelles peu réjouissantes. La crise sanitaire liée au Covid et les événements récents en Ukraine ont considérablement bouleversé le contexte économique mondial comme nous le voyons tous et en provoquant notamment une forte hausse des prix des matières premières et des transports. Les collectivités territoriales sont elles aussi directement impactées et doivent faire face à la recrudescence donc des demandes de revalorisation de prix de la part des titulaires des marchés publics. Et il est à prévoir un impact important sur le budget de fonctionnement de manière générale sur l'ensemble des collectivités. Donc on le constate, on a parfois 10, parfois 15, parfois 20% de flambée des prix. Et donc en vertu, au regard de la théorie de l'imprévision, les différents titulaires des marchés entament des discussions avec les services municipaux pour étudier donc leurs demandes de réévaluation des marchés et de fixer les montants des indemnités octroyées. Et donc il y a des discussions assez poussées. À chaque fois, il est demandé par les services municipaux de justifier des demandes parce que si un prestataire n'est pas du tout affecté par les hausses de prix, il n'y a pas de raison de lui de faire droit à sa demande. Et donc à chaque fois il y a cette discussion et différents accords sont intervenus et vous avez donc les protocoles transactionnels qui sont proposés au regard de la théorie de l'imprévision et qui sont soumis aujourd'hui à l'approbation de l'Assemblée. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce contexte? Oui. Oui, une demande. Je ne reviendrai pas sur les admissions non-valeurs, ce n'est pas très gentil pour Madame Amozic, ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais en ce qui concerne la délibération sur laquelle nous sommes maintenant, nous souhaiterions, parce qu'il y a des pourcentages qui sont indiqués d'augmentation, nous souhaiterions avoir finalement le total en somme euros, si je puis dire, puisque là, il y a une découpe, c'est normal, il y a plusieurs marchés. Alors, il y a des augmentations qui vont de 6 quand même jusqu'à 20%. Donc on aimerait bien avoir une idée du montant financier que cela représente pour la commune. Merci. On fera ce calcul, mais par contre, pour revenir sur ce que vous disiez en imputant à Madame Amozic, ce qui n'est absolument pas de sa compétence, enfin, au bout d'un moment, si vous voulez, c'est un peu bas et c'est totalement déplacé, étant donné que Madame Amozic n'est pas régisseuse et qu'en plus de cela, oui, mais Monsieur Trigance, si vous voulez faire des attaques ad hominem simplement pour le plaisir d'en faire, libre à vous. Mais je pense que vos remarques n'apportent rien malheureusement à cette discussion et cela ne change pas de conseil en conseil. Bon. En dehors de ces éléments, y a-t-il d'autres questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Madame Lacroix, la garantie d'emprunt à la société Pierre et Lumière, donc située pour les bâtiments situés au 13 rue Gambetta. À vous la parole. Bonsoir. S'agissant de la garantie d'emprunt à la société HLM Pierre et Lumière, 13 rue Gambetta, cette société Pierre et Lumière prévoit de réhabiliter les 27 logements situés 13 rue Gambetta à Neuilly-sur-Marne. Il s'agit de travaux d'isolation thermique et traitement architectural des façades, des travaux sur les espaces extérieurs, dans les parties communes et dans les logements. Pour financer l'opération de réhabilitation, la société Pierre et Lumière a souscrit auprès de la Caisse de dépôt et consignation de prêts dans le cadre du financement d'opérations de restauration
de rénovation thermique. Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont détaillées dans le tableau joint à la délibération. Afin d'obtenir ces prêts, la société Pierre et Lumière sollicite l'octroi de la garantie de la commune. En contrepartie, il sera réservé à la ville un contingent 20%, soit 6 logements. Il est proposé au conseil municipal d'accepter la garantie communale pour le remboursement des 2 emprunts mentionnés ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les contrats de prêt avec la société Pierre et Lumière et la convention de réservation des logements. Il appartient au conseil d'en délibérer. Merci Madame Lacroix. Y a-t-il des questions ou des observations? Donc la garantie d'emprunt classique. Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 12, Monsieur Slimani, sur la taxe locale sur la publicité extérieure. Bonsoir. Conformément à la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, le conseil municipal fixe chaque année les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, sur le territoire de la commune. Cette taxe s'applique à tout support fixé, extérieur, visible et qui sont de 3 catégories. Les dispositifs publicitaires, les enseignes, les préenseignes. Depuis le 1er janvier 2014, la taxe fait l'objet d'une indexation annuelle suivant le taux de croissance de l'indice des prix de la consommation de l'avant-dernière année. Cette hausse de l'inflation est due au rebond des prix de l'énergie, des produits manufacturés et une augmentation des prix des services. En conséquence, les tarifs maximaux de TLPE évoluent en 2023. Pour que les nouveaux tarifs puissent être appliqués, la délibération du conseil municipal doit être prise avant le 1er juillet précédant l'année d'imposition. C'est donc dans ce contexte que les élus sont invités à se prononcer sur les mesures suivantes. Premièrement, modifier les tarifs de la TLPE, comme l'indique le tableau joint à la convocation et l'annexe 1. Il est à noter que les enseignes dont la surface est inférieure à 7 mètres carrés en sont exonérées. Deuxièmement, rappeler que les enseignes dédiées à l'affichage de publicité non commerciale ou concernant des spectacles sont exonérées de la TLPE. Troisièmement, retenir les modalités de recouvrement au fur et à mesure. Quatrièmement, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération. Et il appartient à l'Assemblée d'en délibérer. Merci Monsieur Slimani. Je précise qu'il y aura bientôt au niveau du territoire la modification des normes applicables sur l'ensemble du territoire, au même titre que le PLU, le plan local d'urbanisme qui devient le PLUI avec le plan local d'urbanisme intercommunal. Il y aura le RLPE qui deviendra RLPI, donc le règlement local sur la publicité extérieure intercommunale. Y a-t-il des questions ou des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Madame Amozig, Madame la première adjointe, à vous pour la convention pour la gestion d'activités de la PMI de la planification familiale. Bonsoir à tous. Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a délégué donc à la ville la gestion des activités de planification des centres de PMI Pierre Rouquès et Henri Dunant. Leur financement et le cadre de coopération est défini par une convention qui arrive aujourd'hui à terme. Le département et la ville souhaitent assurer la continuité des services et des financements. Aussi, le département propose une nouvelle convention conclue pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022. Il y en aura une par la suite. À partir de leurs préoccupations respectives, il est convenu que Neuilly-sur-Marne et le département coopèrent aux actions de santé publique suivantes: la protection infantile, la planification familiale, la protection maternelle, les modes d'accueil et la protection de l'enfance. Le département financera pour l'année les postes et les activités donc suivantes: 4 postes de puéricultrice, 4 postes d'auxiliaire de puériculture, un demi-poste équivalent temps plein de conseillère conjugale, 12 séances médicales hebdomadaires de protection infantile, 3 séances et demie de protection maternelle et planification familiale, 5 séances hebdomadaires d'activité de psychologue.
ainsi que 91 511 € au titre des frais généraux pour les centres de planification et d'éducation familiale. Il est donc demandé aux élus de bien vouloir approuver la dite convention de délégation et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Vous avez en pièce jointe donc la convention de délégation de la gestion d'activités de la protection maternelle et infantile. Merci Madame la Première Adjointe. Ce qui est formidable, c'est qu'avec le département, on signe des conventions pour il y a 1 an et demi. Donc à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2022, on a la même chose avec le CCAS. Bref. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 14, Madame Rabia Eftekari, pour la remise des prix du Conservatoire de musique. Bonsoir à tous. Le conseil municipal fixe chaque année les modalités d'attribution des remises de prix pour les élèves lauréats aux examens du Conservatoire de musique. Les élèves passent les examens instrumentaux dans les niveaux suivants: fin de cycle 1, fin de cycle 2 et fin de cycle 3. Les examens se déroulent devant un jury composé de la directrice du Conservatoire de musique et d'un jury extérieur proposé par le conservatoire en fonction des diplômes des élèves. Ces derniers sont jugés en fonction de leur qualité musicale et technique. Les élèves obtenant une mention se voient attribuer une récompense selon la gradation détaillée dans le tableau ci-dessus. Les élèves en milieu de cycle ne présentent pas d'examen, mais sont en contrôle continu sur toute l'année. Ils doivent obtenir une mention très bien pour passer dans l'année supérieure du cycle. Au titre de l'année 2021-2022, 110 élèves sont récompensés de la manière suivante. Vous avez donc le tableau ci-dessus. L'ensemble des prix attribués représente une dépense de 1 745 € TTC. Il est demandé au conseil municipal d'adopter les modalités d'attribution des remises des prix proposées. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci Madame Eftekari. Et félicitations par avance aux lauréats. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 15, donc sur l'organisation du temps de travail au sein du personnel communal. Donc par la loi du 6 août 2019, il est prévu la suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du travail et l'harmonisation donc de la durée du travail à 1607 heures par an pour l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, les collectivités disposaient d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante pour définir les règles relatives au temps de travail et avec une entrée en application au plus tard le 1er janvier 2022. Suite aux élections municipales de 2020, le nouvel exécutif qui était constitué nous avons constaté que ces dossiers importants en matière de ressources humaines, de plusieurs d'ailleurs, dont celui relatif au temps de travail, n'avaient pas été anticipés suffisamment. Et donc nous avons travaillé avec les partenaires sociaux sur de nombreux sujets. Et donc il y a eu de belles avancées. Et à l'automne 2021, compte tenu de l'arrivée de l'échéance du 1er janvier 2022 et compte tenu du contexte institutionnel que vous connaissez, donc le recours qui était pendant à l'époque, nous avons échangé donc avec le préfet de la Seine-Saint-Denis pour qu'il tienne compte du dialogue qui avait déjà été engagé avec les partenaires sociaux et pour tenir compte du contexte institutionnel. Donc, à l'issue de l'élection donc du 13 février 2022, nous avons évidemment repris l'ensemble des discussions qui avaient été entamées de manière générale avec les partenaires sociaux et les syndicats. Et donc dès le 22 février, donc il s'agissait vraiment d'une urgence pour nous, nous avons entamé cette concertation, en tout cas nous l'avons beaucoup plus avancée. Et cela a donné lieu à une adoption de la nouvelle organisation du travail à l'unanimité des membres du comité technique. Et donc je tiens à remercier l'ensemble de celles et ceux qui ont contribué à la définition de cette nouvelle organisation du temps de travail. Donc, Madame la nouvelle DRH, Madame la directrice générale adjointe, Monsieur le directeur général des services, les partenaires sociaux, les élus,
les services qui ont été impliqués pour la qualité des échanges et cela nous a permis d'aboutir à une solution qui satisfait la très 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 grande majorité des agents puisque 96% des agents auront des jours de congé au moins égal à ceux qu'ils avaient et pour les autres il y a des solutions qui ont été mises en place en tenant compte notamment de la pénibilité. En plus de cela, nous avons donc échangé avec les partenaires sociaux pour innover sur l'organisation du temps de travail avec des journées de travail qui pourraient être plus condensées, qui permettront aux agents d'avoir des jours de repos en contrepartie et une organisation du travail qui pourrait permettre à certains d'éviter de se mettre à 90 ou 81% et avoir le salaire donc amputé de 10 à 20%, mais de travailler de manière continue, de manière à avoir un pouvoir d'achat qui ne faiblit pas. Et en ces temps, c'est extrêmement important. Voilà pour les explications. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 16, donc cette fois c'est quelque chose de plus formel, mais qui découle également de la loi du 6 août 2019, c'est la création du comité social territorial, le CST, qui consiste à regrouper le comité technique, l'équivalent de l'ancien comité d'entreprise dans les entreprises, mais qui a un rôle quand même un peu différent, et du CHSCT, donc le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc cette réforme est issue de la loi. Et comme vous le savez, de nouvelles élections professionnelles auront lieu le 8 décembre 2022 de manière générale, dans la fonction publique. Et donc nous avons l'obligation de mettre en place ce CST au moins 6 mois avant la tenue de cette élection professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle il vous est proposé, au regard de la composition de la collectivité, donc avec plus de 200 agents, puisque nous avons 772 agents pour la commune, 59 pour le CCAS, d'avoir également un CST doté d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Et donc la composition du CST a été indiquée. Il est proposé donc de prendre acte de la création du CST, commun à la ville et au CCAS, ainsi que la formation spécialisée afférente, de prendre acte des modalités de fonctionnement du CST et des compétences ainsi que son mode de désignation des membres et de fixer au nombre de 5 les représentants pour le collège de la collectivité et pour le collège des représentants du personnel. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Je termine avec le... Non, je ne termine pas. Avec le point sur la protection sociale complémentaire. Depuis 2020, il y a une adhésion aux conventions de participation qui ont été conclues avec le CIG, donc le Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne, notamment avec Harmonie Mutuelle pour le risque santé et Territoria Mutuelle pour le risque prévoyance. Depuis une ordonnance du 17 février 2021, une loi du 17 février 2021 et une ordonnance du 20 avril 2022, une réglementation nouvelle entre en application, avec un petit différé tout de même, et je vais m'en expliquer, avec une obligation notamment de participation financière aux employeurs publics au 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance, donc au minimum 20% minimum du montant de référence de 35 €, et au 1er janvier 2026, 50% pour les contrats santé, 50% du minimum du montant de référence, donc de 30 €. Une note explicative technique a été jointe en annexe et présente l'ensemble des détails. Elle est donc avec les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire, les enjeux du dispositif de PSC, l'accompagnement du centre de gestion. Et donc l'application de ces mesures au sein de la collectivité ne prendra effet qu'au terme des conventions signées avec le CIG de la Petite Couronne qui a été évoqué. Et il appartient au conseil municipal de débattre et de prendre acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de PSC pour les agents territoriaux. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Eh bien, il est proposé de prendre acte. Et nous en actons.
Le point numéro 18 sur le personnel communal et la modalité d'organisation des astreintes. Vous connaissez cette délibération qui est assez classique. Il est proposé donc d'y adjoindre à la liste des emplois celui du responsable du camping, décidément. Ce sera un conseil municipal spécial vacances. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et sur le personnel communal, donc la modification du tableau des effectifs, donc qui a été présenté au comité technique et qui a été approuvé. Y a-t-il des questions ou des observations? Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Et le point numéro 20, donc c'est le rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT. Y a-t-il des questions pour que nous y répondions? Non. Il est proposé d'en prendre acte. Nous en actons. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce conseil et vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.